Pardonnez-moi, mais en tant que mère, le déchirement d'Apolline de Malherbe en direct face au meurtre d'Elias. Il y a des instants dans la vie d'un journaliste où le poids des mots devient presque insupportable, où la froideur habituelle du métier cède la place à l'émotion brute, à la douleur palpable. C'est ce moment que nous avons tous vécu en direct. Ce jour-là, lorsque la voix claire et posée d'Apolline de Malherbe, l'une des figures les plus respectées du journalisme français, s'est brisée, incapable de retenir ses larmes en parlant du meurtre tragique d'Elias. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce nom, Elias, ce jeune garçon victime d'un crime sordide, est devenu l'emblème tragique d'une violence qui frappe sans distinction, emportant avec elle l'innocence et laissant derrière un vide que rien ne saurait combler. Ce drame a profondément marqué la société, mais aussi profondément ébranlé ceux qui, chaque jour, racontent la réalité du monde. Parmi eux, Apolline. Ce n'est pas la première fois qu'un journaliste doit couvrir une histoire qui le touche personnellement, mais rares sont ceux qui, en direct, laissent transparaître une telle vulnérabilité. Alors que le reportage débutait, Apolline de Malherbe, réputée pour son professionnalisme et son sang-froid, a senti ce jour-là une boule se former dans sa gorge, un nœud qu'elle n'a pu dénouer. « Pardonnez-moi, mais en tant que mère », a-t-elle lancé, ces mots simples et sincères résonnant dans les oreilles des millions de téléspectateurs. Cette phrase, loin d'être un simple aveu, est devenue le cri du cœur d'une femme confrontée à l'horreur d'un destin brisé, à l'image d'un enfant qu'elle pourrait elle-même avoir protégé. À travers l'écran, chacun a senti l'ampleur de sa douleur. Ce moment, suspendu dans le temps, a transcendé la simple couverture médiatique pour devenir une leçon d'humanité. Car au-delà des chiffres, des faits et des reportages, il y a cette vérité universelle que nous partageons tous. L'amour d'une mère, la fragilité d'une vie et le besoin urgent de justice. Mais revenons un instant sur ce qui a conduit à cette émotion si palpable. Elias, ce garçon d'une dizaine d'années, avait toute la vie devant lui. Sa mort violente a déclenché une vague d'indignation et d'incompréhension dans toute la France. Comment un tel acte a-t-il pu se produire? Pourquoi cet enfant, innocent parmi tant d'autres? Ces questions, aussi douloureuses soient-elles, sont désormais au cœur du débat public. Apolline de Malherbe, dans ses années d'expérience, a couvert de nombreux drames, mais celui-ci l'a profondément touchée. Ce fut un moment rare où la journaliste ne fut plus seulement une voix neutre rapportant des faits, mais une mère, une femme humaine, exposant au grand jour sa peine. L'émotion n'a pas seulement ébranlé l'antenne, elle a aussi résonné dans les réseaux sociaux et dans le cœur des téléspectateurs. Nombreux furent ceux qui ont salué son courage, sa sincérité et sa capacité à humaniser une tragédie parfois réduite à des statistiques froides. Dans un monde saturé d'informations, cette déchirure à l'écran a rappelé que derrière chaque histoire se cachent des vies, des émotions et des familles brisées. Ce moment poignant a aussi ouvert une réflexion plus large sur la responsabilité des médias. Jusqu'où un journaliste peut-il se permettre d'exprimer sa sensibilité sans perdre son objectivité? Apolline a montré qu'il est possible d'allier vérité journalistique et authenticité émotionnelle, qu'il faut parfois se permettre d'être vulnérable pour mieux toucher son audience. Mais au-delà du choc émotionnel, cette tragédie a réveillé une mobilisation citoyenne. Elias n'est plus simplement un nom, c'est un symbole de l'urgence à agir, à protéger nos enfants, à lutter contre cette violence insidieuse qui gangrène nos sociétés. Les autorités ont rapidement promis une enquête rigoureuse, une justice impartiale. Mais pour Apolline, comme pour beaucoup d'autres, ce qui compte désormais, c'est que la mémoire d'Elias ne soit pas effacée, que son histoire serve à changer les choses, à prévenir d'autres drames. En conclusion, ce passage télévisé restera gravé dans les mémoires. Non pas pour la tragédie elle-même, malheureusement trop fréquente, mais pour la manière dont une journaliste a su, en quelques mots, nous rappeler la dimension humaine derrière chaque fait divers. Pardonnez-moi, mais en tant que mère,
Une phrase qui résonne comme un appel à l'empathie, à la solidarité, à l'humanité. Un rappel puissant que derrière chaque écran, chaque reportage, il y a des vies, des émotions, des douleurs partagées. Et c'est précisément ce mélange d'informations et d'émotions qui fait toute la force d'un journalisme vrai, capable de toucher, d'éduquer et parfois, simplement, d'honorer la mémoire de ceux que nous avons perdus. Le 26 mai dernier, alors que le jour s'éveillait à peine sur Paris, Apolline de Malherbe reprenait sa place au cœur de l'actualité, à l'antenne de BFM TV et RMC. Après une interview incisive à 8h35 qui avait déjà captivé des milliers de téléspectateurs, elle enchaînait sans répit, à la barre de la tranche matinale de 9h à 10h, sur la chaîne d'information en continu qui ne dort jamais. Mais ce jour-là, ce n'était pas une simple chronique ou un débat politique qui allait retenir l'attention du public. Non. Ce moment était chargé d'émotions, de douleurs et d'une vérité crue qu'aucun journaliste digne de ce nom ne pouvait ignorer. Apolline tenait entre ses mains une lettre, pas n'importe laquelle, celle d'une mère brisée, déchirée par le chagrin le plus profond qu'une mère puisse ressentir. Celle d'Elias, ce jeune garçon de 14 ans, arraché à la vie dans des circonstances effroyables, dans les rues même de Paris, victime d'une violence insensée pour un simple téléphone portable. Cette lettre, Apolline ne l'a pas seulement lue. Elle l'a portée, partagée avec une gravité et une humanité bouleversantes. Chaque mot pesait lourd, chaque phrase résonnait comme un cri silencieux dans le tumulte de l'actualité. On sentait dans sa voix l'émotion contenue, ce mélange délicat entre professionnalisme et empathie, cette capacité rare à transmettre à l'audience la profondeur d'un drame personnel, tout en gardant la dignité d'un récit journalistique. Le récit de cette mère, c'est celui d'une injustice, d'une jeunesse fauchée, d'une société qui parfois semble impuissante face à la brutalité urbaine. Elias, ce prénom qui résonne désormais comme un symbole, n'est plus seulement un adolescent parmi tant d'autres. Il est devenu un visage, une histoire qui interpelle, qui questionne, qui bouleverse. Et dans cette lettre, c'est toute une mère qui témoigne, qui exhorte à ne pas oublier, à ne pas banaliser cette violence qui gangrène les quartiers, qui déchire des familles entières. Apolline de Malherbe, en tant que journaliste expérimentée, a su mettre en lumière ce témoignage poignant avec une justesse rare. Elle n'a pas cherché à dramatiser ou à sensationnaliser l'affaire. Elle a simplement permis à cette voix, celle d'une mère en deuil, de traverser les écrans, de toucher les cœurs et de réveiller les consciences. Car au-delà du fait divers, c'est un appel à la compassion, à la réflexion collective, qui s'est imposé dans cette tranche matinale. Ce 26 mai restera sans doute gravé dans la mémoire de ceux qui ont suivi ce moment. Un instant suspendu où le journalisme a retrouvé toute sa noblesse. Celle de raconter, d'informer, mais aussi d'humaniser, d'émouvoir et de rappeler que derrière chaque chiffre, chaque statistique, il y a une vie, une histoire, une famille brisée. Et c'est dans cette capacité à conjuguer vérité et émotion, distance professionnelle et proximité humaine, qu'Apolline de Malherbe a brillé ce jour-là, offrant à son audience non seulement un récit, mais une expérience sensible, intime, un témoignage dont on ne sort pas indemne. Une voix pour Elias, quand Apolline de Malherbe brise le silence d'un pays endormi. C'est un matin comme tant d'autres sur le plateau de BFM TV. L'horloge affiche 8h35, l'heure fatidique de l'interview politique, que les habitués ne manqueraient pour rien au monde. Fidèle au rendez-vous, Apolline de Malherbe prend place derrière son bureau, regard vif, voix assurée. Ce 26 mai, face à elle, un invité de poids, Thierry Breton, ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie. La journaliste de 45 ans mène la danse, questionne, relance, décrypte. Rien d'inhabituel à première vue. Et pourtant, l'émission de ce jour-là va prendre un tournant inattendu. Un virage bouleversant. Car après cette tranche politique bien rodée, Apolline reste à l'antenne pour assurer la suite de la matinale de 9 à 10 heures. Et c'est dans cet espace, souvent réservé à l'analyse, au décryptage, parfois même à l'échange plus libre, qu'un frisson traverse le plateau.
Là, entre deux sujets brûlants, la guerre en Ukraine, la colère qui gronde dans les campagnes françaises, surgit un nom, un prénom, celui d'un adolescent que la France a trop vite oublié, Elias. Souvenez-vous. Paris, 25 janvier. Un mercredi glacé? Elias, 14 ans, sort de son entraînement de football, dans le 14e arrondissement. Il est jeune, il est insouciant, il est comme tous les garçons de son âge. Il pense à ses passes, à son match du week-end, peut-être à ses devoirs en rentrant. Il ne sait pas qu'il ne verra jamais ce week-end-là. Deux adolescents âgés de 16 et 17 ans l'attendent dans l'ombre. Ils veulent son téléphone. Quand il résiste, ils sortent une machette. L'impensable se produit. Une attaque d'une sauvagerie inouïe. Elias s'effondre. Il ne se relèvera plus. Ce drame, cette barbarie a secoué le pays pendant quelques jours. Puis le tourbillon de l'actualité a repris ses droits. On a parlé d'émotion, d'indignation, puis, comme souvent, le silence est retombé. Lourd. Coupable? Mais ce matin du 26 mai, Apolline de Tsartsnas-Nuedmen, Malherbe a brisé ce silence. D'une voix grave, chargée d'émotion, elle a lu à l'antenne une lettre. Celle d'une mère. Celle de la maman d'Elias. Ce n'est pas une lettre comme les autres. Ce n'est pas un cri de douleur, c'est un cri d'alarme. Une supplique. Un appel à réveiller les consciences. Cette mère ne demande pas vengeance. Elle demande que plus aucun enfant ne subisse le sort de son fils. Que la justice pour les mineurs soit repensée, renforcée. Que l'on cesse de fermer les yeux sur une violence qui gangrène les rues, les écoles, les terrains de sport. Apolline, en professionnelle aguerrie, a lu ce texte en direct. Mais derrière le ton posé, on sentait la voix trembler. La journaliste a eu du mal à contenir ses larmes. Car cette lettre ne laisse personne indifférent. Elle touche au cœur, elle transperce. Elle oblige à regarder en face ce que l'on préfère éviter. « Mon fils est mort pour un téléphone », y écrit la mère d'Elias. Une phrase terrible, abrupte, insoutenable, mais nécessaire. Dans ce studio où les débats s'enchaînent, où les chiffres et les faits circulent à grande vitesse, cette phrase a suspendu le temps. Plus qu'un témoignage, elle est devenue un symbole. Le symbole d'un système qui craque, d'une société qui tangue, d'une jeunesse qui s'égare. Ce moment d'antenne n'était pas prévu comme cela. Mais c'est peut-être dans l'imprévu que le journalisme retrouve sa grandeur, en donnant la parole à ceux qu'on n'entend jamais, en portant la voix de ceux que la douleur rend muets. Ce 26 mai, Apolline de Malherbe n'a pas seulement fait son métier, elle a fait plus. Elle a tendu le micro à une mère brisée, elle a transformé un plateau télé en lieu de mémoire et de conscience. Et maintenant, que fera l'Assemblée nationale ? Une proposition de loi est à l'étude. Elle vise à durcir la justice des mineurs, à mieux encadrer, mieux prévenir, mieux punir. Mais au-delà des textes, c'est d'un sursaut collectif dont il est question. Elias ne doit pas être un nom de plus dans la longue liste des victimes. Il doit être un électrochoc. Dans les jours qui viennent, la lettre de sa mère continuera à circuler. Elle sera lue, partagée, commentée, mais rien ne vaudra jamais l'instant brut de vérité vécu en direct ce matin-là. Lorsqu'Apolline, la voix un peu brisée, les yeux humides, a lu ces mots de douleur et d'amour, et que toute une France, pour un instant, a cessé de zapper, pour écouter, pour ressentir, parce qu'au fond, c'est cela, le vrai rôle des journalistes. Non pas simplement informer, mais réveiller, éclairer ce que l'on ne veut pas voir. Et parfois, comme ce 26 mai, donner à l'actualité un visage. Celui d'un enfant fauché trop tôt, celui d'un cri de mère qui, dans le vacarme du monde, nous rappelle à l'essentiel, notre humanité. Ce soir-là, dans l'immense salle de rédaction où le temps semble parfois s'arrêter, quelque chose d'inattendu s'est produit. Apolline de Malherbe, cette journaliste aguerrie que l'on connaît pour son professionnalisme sans faille, a laissé tomber le masque de la neutralité habituelle pour se dévoiler,
touchée en plein cœur par une douleur qu'aucune caméra ne saurait complètement capter. Une douleur universelle, celle d'une mère confrontée à la pire des épreuves. La violence qui déchire son enfant. L'histoire commence par une journée ordinaire, sans signe annonciateur, ce 25 janvier 2025. Pour Elias, ce garçon plein d'innocence et d'avenir, c'était un jour comme les autres. Pourtant, ce jour allait devenir un cauchemar inscrit à jamais dans la mémoire de sa famille, de ses proches et de tous ceux qui ont suivi cette tragédie avec horreur et empathie. La mère d'Elias a accepté, avec un courage immense, de raconter ces instants tragiques qui ont bouleversé leur vie. Elle se remémore le vendredi 24 janvier au soir, un peu avant 20 h. Une heure où l'on s'attend généralement à la routine, au calme, loin de l'effroi. Mais c'est ce moment précis qui a tout changé. « Ce n'est pas Elias qui m'a appelé », raconte-t-elle encore avec une voix brisée par l'émotion. « C'est son meilleur ami, en panique, qui m'a annoncé que mon fils était à terre, qu'il avait été attaqué, poignardé avec une machette. » Ces mots, simples mais terrifiants, sont venus comme une décharge électrique. Ils ont réduit en miettes tout espoir, plongeant cette mère dans un abîme de peur et d'angoisse. Imaginez un instant cette scène, une mère seule recevant cet appel glaçant. Le temps semble alors suspendu, le cœur s'emballe et chaque seconde devient une éternité. Dans cette attente insupportable, les minutes s'égrènent jusqu'à ce que la mère fonce vers l'hôpital, vers son fils, vers l'inconnu. Sur place, la scène est chaotique. Pompiers, membres du SAMU, policiers, tous se précipitent dans un balai d'urgence. Et au milieu de cette agitation, une mère déterminée et désemparée cherche son enfant, s'agenouille à ses côtés et pose sa main sur ce corps fragile, meurtri. J'ai pu m'allonger contre mon enfant, l'embrasser, lui parler, le rassurer, confie-t-elle, comme si chaque mot pouvait atténuer la souffrance. Je lui ai dit que son papa arrivait, que tout allait bien se passer. Mais je savais au fond de moi que tout basculait. Elias respirait difficilement. Ces mots, lourds de sens, résonnent avec une intensité rare. Il raconte l'impensable, le combat pour la vie d'un enfant, l'angoisse d'une mère qui voit son souffle s'affaiblir, qui tente d'imposer la paix dans un tourbillon de douleur. À l'antenne, Apolline de Malherbe, pourtant habituée à garder une posture professionnelle, a été profondément bouleversée. Sa voix a vacillé, ses yeux se sont embués de larmes. Ce moment rare de vulnérabilité a touché bien au-delà du cadre d'une simple information. « Pardonnez-moi, mais, en tant que mère, a-t-elle murmuré, incapable de poursuivre, ses émotions prenant le dessus. Ces quelques mots, simples, universels, ont transcendé la barrière du direct pour toucher le cœur de milliers de téléspectateurs. Apolline, mère elle-même de 4 enfants, a été profondément émue par ce récit, car elle sait mieux que quiconque ce que signifie aimer un enfant et ce que la peur de le perdre représente. Ce lien sacré, cette force incommensurable qui pousse une mère à se battre, à espérer, même dans les ténèbres. Ce témoignage est une plongée dans la réalité crue de la violence, mais aussi dans la résilience humaine. Il révèle une souffrance indicible, souvent cachée derrière les chiffres et les reportages froids, mais qui prend ici toute sa dimension humaine. Le récit d'Elias et de sa mère soulève des questions profondes. Comment réagir face à cette violence aveugle? Comment protéger ceux que l'on aime dans un monde parfois si brutal? Comment continuer à croire en demain quand le présent est marqué par le drame? Au fil des minutes, on comprend aussi la puissance du rôle du journaliste. Apolline de Malherbe n'est pas seulement une voix, elle devient un pont entre la douleur intime et le grand public. Elle incarne la compassion, la vérité et l'humanité au cœur de l'information. Cette histoire, si dure soit-elle, est aussi un hommage à toutes les mères qui, chaque jour, affrontent leur propre combat. À celles qui, comme la mère d'Elias, portent en elles l'espoir, même au milieu de la souffrance la plus noire.
Et si cette tragédie nous touche tant, c'est parce qu'elle rappelle ce que nous partageons tous. L'amour inconditionnel, la peur de perdre, la force d'une mère face à l'adversité. Apolline de Malherbe, en livrant ce témoignage, a ouvert une fenêtre sur cette réalité trop souvent tue. Alors que le reportage se termine, une question demeure, suspendue dans l'air. Comment guérir de telles blessures? Comment reconstruire après l'inimaginable? Peut-être, à travers ces histoires, en écoutant ces voix, réside la première étape vers la guérison collective. Car au-delà de la tragédie, il y a l'espoir, fragile mais tenace, d'un monde meilleur où chaque mère pourrait enfin bercer ses enfants en paix. Sur la question et la qualification des relations, sur aussi la possibilité d'être entendu et d'avoir une place en tant que jeune dans une sexualité. Ce qu'on voit à défaut, c'est que les pays qui prônent l'abstinence, par exemple, ont des moins bonnes données sur les grossesses à l'adolescence, des moins bonnes données sur les infections sexuellement transmissibles, alors qu'à l'inverse, tous les pays qui mettent en place des séances d'éducation à la sexualité, on voit malgré tout qu'il y a des effets à la fois sur la connaissance, mais aussi sur les pratiques derrière. Et c'est bien ça le double objectif d'un programme d'éducation à la sexualité tel qu'il a été pensé, adapté bien évidemment aux âges, au niveau des enfants et des élèves, puisqu'on ne parle pas de la même manière et on ne s'attache pas aux mêmes choses quand on est à 3 ans ou quand on en a 17, forcément. Et quel est justement le point de vue de ces élèves sur ce sujet ? Alors, le point de vue des élèves, il est assez simple, c'est-à-dire que l'école est un espace légitime pour parler de la sexualité au sens large, de la vie affective, de la vie relationnelle. Et de toute façon, c'est à l'école aussi où on en parle, entre jeunes. C'est là où on rencontre les amitiés, c'est là où on rencontre les amours, que les adultes qualifient quand on est petit d'amourettes ou de petites histoires, alors qu'elles prennent éventuellement beaucoup de place dans la vie des enfants et des jeunes ensuite. Et pour autant, ils et elles ne remettent jamais en question la place de l'école, à condition que l'école ne vienne pas juger leur comportement, à condition qu'on écoute et qu'on adapte le discours à leur questionnement. Et quand ça vient bousculer, c'est quand soit on part du principe que les jeunes aujourd'hui devraient avoir ça comme type d'information au sens des